Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo on va parler de la lumière et en particulier du photon. Alors pendant très longtemps la lumière a été décrite comme une onde électromagnétique, c'est un modèle qui fonctionne très bien, mais qui avait quelques petites lacunes, notamment une expérience qu'on avait du mal à expliquer avec ce modèle-là, c'est l'expérience de l'effet photoélectrique. Le principe de cet effet photoélectrique, ça va être d'éclairer une plaque de métal à l'aide d'une source lumineuse. La plaque de métal, ici, étant soumise à une différence de potentiel, on a un générateur qui crée la différence de potentiel, et on observe quoi? Selon les propriétés de la source, on va voir un courant apparaître dans le circuit. Alors cet effet photoélectrique a posé pas mal de questions. Pour commencer, je vais éclairer ma plaque avec une longueur d'onde de 400 nanomètres et je vais augmenter progressivement l'intensité de la source. On voit quoi? En augmentant progressivement l'intensité de la source, j'ai de plus en plus d'électrons qui circulent et vous pouvez voir en bas que l'intensité du courant augmente. Donc ça, si on prend ma lumière comme étant une onde électromagnétique, ça paraît complètement logique, j'augmente l'intensité, donc j'augmente l'amplitude de l'onde et j'apporte plus d'énergie, donc il y a plus d'électrons qui circulent. Jusque là, tout se passe bien, on comprenait très bien ce qui se passe. Par contre, ce qu'on comprend pas, c'est que si je maintiens la même intensité et je change cette fois la longueur d'onde de ma source. En théorie, en termes d'amplitude d'onde électromagnétique, ça ne change pas. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que passé une certaine longueur d'onde, là quand j'arrive au niveau du rouge, on s'aperçoit que plus aucun électron ne circule. Et ça, à l'époque où on considérait la lumière comme étant une onde électromagnétique, ça posait problème, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi, même si j'apporte énormément d'énergie à ma plaque, aucun électron ne circule. Si je change de métal pour ma plaque, là j'étais à du sodium, je vais passer à du cuivre, on observe la même chose, et si je diminue la longueur d'onde, cette fois même à 400, aucun électron ne circule, il faut que je descende dans l'UV avec des longueurs d'onde faibles pour commencer à avoir des électrons qui circulent. Alors cet effet photoélectrique était connu depuis assez longtemps, il avait été étudié notamment par Max Planck qui avait parlé d'éléments d'énergie. Mais il y avait quelques incohérences dans sa théorie et il a laissé ça un petit peu de côté. Jusqu'au jour où Albert Einstein, en 1905, est revenu sur cette théorie-là, l'a reformulée, a corrigé certaines erreurs et a commencé à parler de quanta d'énergie. C'est lui qui a vraiment pour la première fois émis la notion de photon, même si ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, il a parlé de quanta d'énergie. Ce qui lui a d'ailleurs valu un prix Nobel pour cette reformulation et pour cette révolution de la physique qui a amené un grand bouleversement qui s'appelait la mécanique quantique. Intéressons-nous maintenant à l'interaction entre la lumière et un atome. Donc ici, j'ai considéré la lumière sous forme de photon et j'ai un atome au milieu dont les niveaux d'énergie sont représentés ici à droite. Pour l'instant, la longueur d'onde de la lumière correspond à l'énergie entre les deux niveaux de l'atome. Et donc on observe quoi? C'est que à chaque fois qu'un photon arrive sur l'atome, le niveau d'énergie de l'atome augmente, il absorbe le photon, puis au bout d'un certain temps, il finit par se désexciter en réémettant le photon qu'il a capté. Maintenant, si je change la longueur d'onde du laser pour passer dans le bleu, la longueur d'onde de mon laser fait que l'énergie du photon ne correspond plus du tout au niveau d'énergie de l'atome. Et on voit quoi? On voit que le photon traverse l'atome, passe de l'autre côté, sans avoir d'interaction avec celui-ci. Il faut donc que l'énergie du photon corresponde à l'énergie entre deux niveaux de l'atome pour que celui-ci soit absorbé. Cet aspect de l'interaction lumière-matière permet de mieux comprendre l'expérience de Kirchhoff et les spectres lumineux des atomes. Ici, j'ai pris une animation qui permet de voir les spectres d'émission et d'absorption des différents atomes, et là en particulier de l'hydrogène. On va s'intéresser dans un premier temps au spectre d'absorption de l'hydrogène. Alors si j'affiche les raies de l'atome, on s'aperçoit de quoi? C'est que si j'envoie un spectre qui contient toutes les couleurs sur un gaz d'hydrogène, on va avoir des raies qui disparaissent du spectre. Ces raies correspondent à quoi? Elles correspondent aux longueurs d'onde des photons que l'atome d'hydrogène
est capable d'absorber. Donc en fait, ces photons correspondent à la différence d'énergie entre deux niveaux d'énergie de l'hydrogène. Si je m'intéresse maintenant au spectre d'émission, j'observe quoi? J'ai que quelques raies de présentes. Ces raies-là correspondent à la désexcitation de l'atome d'un niveau d'énergie élevé à un niveau d'énergie plus bas. Et ce qui est intéressant, c'est si je compare le spectre d'émission au spectre d'absorption. Je vois alors que les raies manquantes dans le spectre d'absorption sont présentes dans le spectre d'émission. On a une complémentarité entre ces deux spectres. Et si je change l'atome, on va voir que c'est exactement la même chose pour tous. Les raies présentes dans le spectre d'émission sont absentes du spectre d'absorption. Cela montre bien que l'interaction entre la lumière et la matière n'est possible que si l'énergie des photons correspond aux énergies de l'atome. Alors, depuis le début de cette vidéo, je parle d'énergie de photons, mais comment est-ce qu'on calcule cette énergie de photons? Grâce à la formule suivante, l'énergie d'un photon, c'est H fois nu, nu étant sa fréquence. Alors H, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck, elle vaut 6,63 10 puissance moins 34 et elle est exprimée en joules secondes. Attention, pas en joules par seconde, il n'y a pas de moins 1 ici, c'est bien des joules secondes. Alors si je remplace nu, la fréquence de l'onde électromagnétique, par C sur lambda, on sait que nu c'est égal à C sur lambda, je me retrouve avec une énergie égale à HC sur lambda. On voit donc que plus la longueur d'onde de la lumière est basse, et plus son énergie va être élevée. Étant donné que H et C sont des constantes, on voit bien que l'énergie d'un photon ne dépend que de sa longueur d'onde, et donc le rouge, qui va avoir une longueur d'onde plutôt élevée, aura une énergie plus basse que le bleu, qui lui aura une plus faible longueur d'onde, et donc aura une énergie plus élevée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle beaucoup en ce moment de la lumière bleue des écrans qui va abîmer plus les yeux que la lumière rouge. C'est lié exactement à ça. Étant donné que la longueur d'onde est plus faible, l'énergie des photons de la lumière bleue est plus forte et donc vont dégrader la rétine plus facilement que le rouge. C'est pour ça qu'il faut s'en protéger et limiter la lumière bleue contenue dans les écrans pour protéger nos yeux. Si j'utilise la formule précédente pour calculer les énergies de photons, je me retrouve avec des valeurs qui sont très basses. Souvent, on va se retrouver avec des 10 puissance, moins 18, moins 19, moins 20. C'est, comme on l'a déjà vu, assez difficile à manipuler, assez pénible. Donc, dans le cas des photons et des basses énergies, on a une nouvelle unité qui apparaît, qu'on note petit e grand V, et qui s'appelle l'électronvolt. Alors, l'énergie étant en joules, pour la convertir en électronvolt, on va utiliser la relation suivante. Un électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Cette valeur-là, vous la connaissez, c'est la charge de l'électron. 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. C'est pour ça qu'on parle d'électronvolt. On compare l'énergie à la charge de l'électron. Et donc pour passer d'électronvolt à joule, je vais faire fois 1,6 10 moins 19. Et pour revenir de joule à électronvolt, je vais diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ça permet de manipuler des photons avec des énergies qui sont tout à fait raisonnables et qui se retrouvent encore entre 10-3 et 10 puissance 3, ce qui nous permet de faciliter l'étude et les calculs.